Antonio Gramsci, donc l'hégémonie culturelle. Il part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l'opinion publique. Il décrit la façon dont la domination culturelle de la classe dirigeante ainsi que le rôle que les pratiques quotidiennes jouent dans l'établissement des systèmes de domination. L'hégémonie culturelle, moi, dans mon travail, je vais juste vous parler de 3 axes qui, moi, dans mon travail, me parlent. Tout à l'heure, on parlait de Bernard Arnault, qui avait beaucoup plus d'euros que d'autres. Par rapport au vocabulaire, par rapport aux mots, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la quantité de vocabulaire, de mots qu'on a à disposition pour comprendre le monde, pour argumenter, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société, tout ça, c'est un peu pareil que les euros, il y en a qui en ont plus que d'autres. Et donc il y a la quantité, ça c'est un des premiers axes, c'est la quantité de mots qu'on a pour maîtriser, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Après, le deuxième axe dans mon travail, moi, c'était la hiérarchisation des savoirs et des cultures. Donc la hiérarchisation des savoirs, c'est qu'il y a des savoirs et des cultures qui sont plus, comment dire, plus positifs, plus nobles que d'autres. Là, je vous relis juste un tout petit truc, un petit extrait de Wresinski. Wresinski, c'est un prêtre qui a créé ATD Quart Monde. ATD Quart Monde, qui est une grosse association qui lutte contre la pauvreté. Et qui dit, Wresinski, qui dit « Le partenariat des personnes qui cumulent le plus les précarités est indispensable parce qu'elles ont un savoir d'expérience, non seulement sur elles-mêmes et leurs conditions, mais aussi sur le monde environnant qui leur fait vivre ces situations de pauvreté, sur ce qu'il est et ce qu'il devrait être, pour ne plus exclure les plus faibles. Leurs réflexions et leur analyse sont indispensables pour comprendre comment nous pouvons rendre nos sociétés plus justes. » En fait, je trouve que ça image bien les différences de savoir, les savoirs plus académiques de tous nos experts qui ont fait des études et le savoir d'expérience justement de personnes qui vivent des situations et qui sont capables, alors peut-être pas avec les mêmes mots, mais qui sont capables également d'analyser au même niveau des situations. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Alors la langue de bois, c'est quelque chose de terrible parce que justement, comme le dit un peu Gramsci dans sa définition de l'hégémonie, c'est la façon dont on présente les choses, la façon dont on nomme les choses. Donc je vais donner juste 2 exemples dans mon travail. L'éducation populaire, c'est l'objectif ou le cap, je ne sais pas comment on peut dire, de l'éducation populaire, c'est quand même de changer la société en une société plus juste et égalitaire. C'est la transformation sociale. Nous, les professionnels de terrain, on remplit des appels à projets, on demande des subventions et souvent, tout le temps même, sur ces documents, on est amené à, on doit répondre à maintenir la cohésion sociale et la paix sociale sur les quartiers. Donc ça, c'est vraiment, on est payé pour ça, on est payé pour maintenir la paix sociale et la cohésion sociale sur le quartier. Donc vous voyez bien que dans la façon dont on nomme les choses, elle est hyper importante, quoi. Et donc de ça va découler la posture et la façon dont on fait les choses. On ne travaille pas la paix sociale de la même façon qu'on travaille la transformation sociale. Ça paraît évident, mais n'empêche qu'on est dans ces contradictions-là. Et puis un autre exemple, c'est les personnes qu'on dit fragiles, les personnes en fragilité. Les personnes en fragilité, avant on parlait d'opprimés, on parlait d'exploités. Maintenant on parle de personnes qui sont fragiles, qui sont en précarité, qui sont fragiles, quoi. Là aussi, on n'est pas du tout sur les mêmes... ça résonne pas pareil, quoi. Donc la langue de bois, c'est tout ce travail-là.